la monarchie française, telle qu'elle s'impose au XVIIe siècle, suscite tour à tour crainte ou envie, admiration ou haine. Pour les princes de ce temps, comme pour les princes qui ont suivi, Louis XIV apparaît comme un roi bien servi, respecté, obéi. Il a les moyens et il a eu le temps de mener une large action réformatrice. Il s'est fait construire des palais, inciter sa noblesse à vivre près de lui. Il a imposé à cette noblesse son rythme de vie à la minute près, et il dispose de la plus grande armée jamais vue et l'emploie dans des campagnes qui grignotent petit à petit les territoires voisins. Derrière cette orgueilleuse façade, la réalité est sans doute plus nuancée. L'administration royale, nous l'avons vu, reste encore très légère et souvent peu efficace, il faut bien le dire. Les grandes entreprises que j'ai décrites, les vastes réformes, n'ont pas eu toujours d'excellents résultats. Beaucoup de compagnies de commerce ont plongé. L'obéissance au roi n'étouffe pas les critiques qui se multiplient à la fin du règne. On a beau enfermer des gens, eh bien, il y a un moment, ils ne supportent plus cette contrainte. On peut dire également qu'il n'y a pas eu de réelle métamorphose de la monarchie au XVIIe siècle. On n'a pas changé l'organisation sociale qui est restée telle qu'elle, on n'a pas changé les méthodes administratives, ni les principes de gouvernement, on a laissé tel quel le système fiscal et financier. Il n'y a pas eu de révolution. Simplement, il y a eu une évolution de la société. La société est sans doute devenue plus soumise, plus surveillée. Les agents du roi sont devenus plus nombreux. L'État est devenu aussi plus impartial, ce qui est important. L'État est moins soumis, finalement, à des intérêts particuliers. Les ministres, les conseillers ont travaillé régulièrement à résoudre les affaires. On a pu voir une mobilisation financière à travers l'impôt qui a donné à la monarchie des moyens sans équivalent. Au passage, bien sûr, et je l'ai déjà noté, bien des individus, bien des groupes sociaux ont souffert. Néanmoins, cette transformation par la longue durée du règne, pour un roi qui s'est finalement imposé une règle de vie, eh bien ce règne, cette transformation a marqué les esprits. Et Louis XIV, finalement, considère un peu que régner est un art, et en cela, Louis XIV, tantôt majestueux, tantôt sinistre, il faut le bien dire, a été probablement un artiste. Je vous remercie. Vous savez que Louis XIV a dit que le métier de roi était un métier délicieux. Et ses successeurs, Louis XV et Louis XVI, n'ont pas estimé du tout, et ils l'ont dit à plusieurs reprises, que ce métier était délicieux. Au contraire, pour Louis XV comme pour Louis XVI, la monarchie a été un fardeau bien sûr librement consenti, puisqu'ils étaient nés pour l'assumer. Alors l'un et l'autre, Louis XV et Louis XVI, ont tenu à conserver, à préserver l'héritage de leur aïeul, et ils ont tenu aussi à préserver le système que Louis XIV semble avoir porté à sa perfection, c'est-à-dire le système de la monarchie absolue. Et justement, vous venez de nous montrer de façon extrêmement brillante ce que c'était que ce système de la monarchie absolue. Eh bien, vous nous avez dit aussi que la société avait évolué intellectuellement, mais que le système monarchique n'avait pas beaucoup bougé et qu'il s'était tout simplement perfectionné. Eh bien, au cours du XVIIIe siècle, du siècle que nous allons envisager, avec deux monarques qui se ressemblent plus que l'on le croit généralement, eh bien, ce système va perdurer envers et contre tout pour arriver à sa chute au moment de la Révolution. Alors, il est inutile, bien sûr, de rappeler que lorsqu'on parle de monarchie absolue, même que lorsque l'on parle simplement de monarchie, eh bien, la personnalité du monarque est absolument
essentielle. On naît du verbe naître, dauphin, prince héritier. On est monarque, mais est-ce qu'on devient vraiment monarque? Et ça, c'est la question que l'on peut se poser dans ce genre de système. Si bien que je terminerai en disant que cet attachement au modèle absolutiste a empêché, probablement par la volonté des souverains et aussi par les conseils qu'ils ont pu recevoir de leurs ministres, a empêché la monarchie d'évoluer, et la monarchie aurait pu sans doute devenir petit à petit une monarchie constitutionnelle. Et c'est ce maintien de l'absolutisme qui est la cause de la révolution, enfin une des causes de la révolution qui va éclater. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un veut la parole? Pas tous en même temps. L'influence de la cour a-t-elle été aussi grande qu'on l'a dit dans la politique de Louis XVI? L'influence de la cour, bien sûr, a joué, mais son influence politique, c'était ses idées, ses ministres, et la cour pesait sur lui. Il y avait les interventions de la reine, mais ça n'a pas eu l'importance que l'on a dit. La cour était là, il était au milieu de la cour, mais lui-même, il était étranger aussi à la cour. Je voulais connaître le rôle de Madame de Maintenon dans la révocation de l'édit de Nantes. C'est une grande question intéressante parce qu'elle était protestante elle-même. Enfin, c'est une ancienne protestante convertie. Elle n'a pas été commode puisqu'elle a fait plus ou moins enlever une de ses nièces qui était dans une famille protestante pour qu'elle soit élevée dans la religion catholique. Donc elle participe de cette persécution, entre guillemets, c'est-à-dire cette conversion forcée. Et en tout cas, dans les pays protestants, on a beaucoup, comme on ne voulait pas trop attaquer Louis XIV, souvent on disait c'est Madame de Montespan qui a été son âme damnée et responsable. Aujourd'hui, on pense qu'elle était relativement prudente. Madame de Maintenon, on l'a bien vu tout à l'heure, elle est mariée, donc ça, elle compte. Et dans le système monarchique, c'est une femme intelligente. Et Louis XIV la considère comme, à mon avis, il n'a jamais demandé un conseil à sa femme, Marie-Thérèse, qui descendait pourtant de Charles Quint. En revanche, il a certainement souvent parlé de certaines questions à Madame de Maintenon, et elle-même l'a raconté, comme il recevait des ministres dans l'appartement de Madame de Maintenon. Par moments, il lui disait de venir, donc elle écoutait tout. Et par moments, il lui disait de s'en aller, donc elle se mettait plus loin et elle priait. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il voulait qu'à certain moment elle entende, ce qui veut dire qu'ensuite, dans l'intimité, il parlait de ces choses-là. Elle avait tendance à dire du mal de certaines personnes au roi, de manière à ce que ça lui reste dans l'esprit, et la seule personne dont elle ne disait pas de mal, c'est celui qu'elle voulait comme candidat. Indéniablement, il avait une confiance très grande en elle, il lui demandait des conseils, et je dis volontiers que c'est un conseiller du roi parmi d'autres. On va vous interpréter à nouveau J'ai touché une fleur sur les paroles de arrière-arrière-arrière-grand-père de Katia. Il est
on reste sans voix parce que vous nous avez offert comme moment de très grand plaisir. Ça marque donc la fin de notre rencontre à Chambord. Je crois que c'est une bonne conclusion. Nous avons été tous ravis d'être ensemble et maintenant il ne reste plus qu'à nous séparer sur ces moments extrêmement agréables. Est-ce que Katia et Axel Alexis, vous voudriez revenir 2 secondes avec moi? Non? Ils sont fatigués. Bien voilà. Pour ceux qui repartent tout de suite, bonne route, restez concentrés, hein, malgré tout. Et donc merci à tous et à très bientôt.